Alors on a tenté deux trucs. Le premier, c'était de faire le titre de talk le plus court de toutes les conférences de Codeurs en scène, readme.book. Et puis l'autre, c'est de réunir le moins de monde possible sur une conf. Et du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir discuter, parce que c'est un peu le but de cette petite conférence. En fait, on veut vous parler de livres et de développement numérique. Et avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on voulait faire, c'était définir deux choses. La première chose, c'est définir ce que c'est qu'un livre. Donc on vous a amené des livres pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, même si vous connaissez déjà, et tant en termes de format que de contenu. Donc le premier, c'est un livre de Ayn Rand qui s'appelle La Grève, qui est un des livres les plus vendus aux États-Unis. Voilà, c'est un gros pavé, c'est un roman. Et l'autre livre, c'est un livre qui, lui, sera sûrement l'un des livres les moins vendus. Ça s'appelle La technocratie en marche. Et là, c'est de la micro-édition fait à Grenoble. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un livre à petite diffusion. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait faire. Et puis la deuxième chose qu'on voulait faire en termes de définition, c'était définir aussi ce que c'est qu'une chaîne de publication, parce qu'on va un peu en parler. Et donc une chaîne de publication, en gros, c'est un workflow qui regroupe plein d'outils et de pratiques qui permet de concevoir, de fabriquer, de produire un livre. C'est vraiment le cœur de la maison d'édition qui permet de gérer un texte du début, donc tout ce qu'on va faire avec un auteur, jusqu'à la fin, la publication et la lecture auprès des utilisateurs. Et en fait, on vous en parle à deux, parce que en fait, cette présentation, c'est un peu une rencontre qui s'est passée en février cette année. Parce que en fait, à la base, moi, je suis plutôt dev, donc je m'appelle Thomas, j'habite en Angleterre et il y a du Larsen. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur un bouquin technique et à découvrir le livre et la publication par ce biais-là. Et alors que toi, en fait, Antoine? Moi, je m'appelle Antoine, j'habite à Grenoble, et du coup, moi, j'observe surtout toutes les pratiques d'édition, donc que ce soit des pratiques d'édition classiques, côté maison d'édition, tout type de structure d'édition, mais aussi toutes on va dire, les bouleversements liés au numérique, donc tout ce qui est livre numérique, et aussi beaucoup en ce moment, tout ce qui est évolution des méthodes de fabrication, de conception et de production du livre, en général. Et du coup, en fait, c'est une rencontre, et de cette rencontre, on s'est dit, mais en fait, pour nous, le livre, on l'approche par deux angles différents. Et en fait, on s'est dit, on aimerait bien construire en fait cette présentation. En fait, on avait un challenge, on n'a jamais fait de présentation à deux. On avait envie d'essayer un truc différent. Donc, on s'est créé un petit challenge. On va vous décomposer en fait les différents mots et différents concepts autour de la publication et du livre. Qu'on va dialoguer à deux et ensuite vous ouvrir ça. Par contre, je vais juste enlever ce micro parce qu'il est cool. C'est chiant. Donc, on va échanger. Cool, merci. Ouais, si vous voulez. Je pense. Il y a un autre micro pour le public ? On les changera, en fait, on parlera. Ok, bon, comme vous voulez. Bref, du coup, on s'est dit, ouais, on va faire ça sous forme de dialogue. Et on va avoir des mots et on va discuter dessus. Et on va vous embarquer dessus si jamais. Moi, je vais oublier la moitié des mots et de ce qu'on va dire. Donc, on va se filer des coups de main comme dans la vraie vie, en fait, dans une équipe, pour voir comment on fait. Le premier, c'est l'écriture. Moi, un des trucs qui m'a le plus marqué en tant que dev, quand on m'a dit, quand j'ai eu l'opportunité d'écrire un bouquin et un deuxième livre, c'est en fait l'écriture, c'est pas un concept qui est vraiment, c'est pas un concept qui intéresse les maisons d'édition. Et on dit, tu me produis un truc et tu me files un document, tu me files un fichier X, tu me files un fichier OpenOffice, mais ensuite l'outil utilisé est pas vraiment regardé. Moi, en tant que dev, j'aime bien choisir ou en tant que personne qui essaie artisan, essaie de façonner son travail avec les outils, et plutôt que d'être encombré par des outils pour faire son travail. En fait, c'est un des premiers trucs qui m'a marqué, qui m'a sauté aux yeux, c'est c'est pas trivial. Enfin, moi, j'ai un peu l'impression de revenir à l'âge de pierre. En fait, toi, ton problème, c'était d'avoir une zone de... Je ne sais pas si on peut appeler ça une zone de confort, une zone d'inconfort. En tout cas, d'avoir quelque chose qui soit vraiment adapté à tes besoins. Alors que la plupart du temps, notamment dans le monde de l'édition, on travaille toujours un peu avec les mêmes outils. En gros, je caricature un peu, mais Word et InDesign.
Et du coup, plutôt qu'on t'impose Word ou LibreOffice avec le format que ça implique, en fait, toi, tu voulais travailler avec quelque chose qui soit beaucoup plus malléable. Ouais, alors après, sans avoir changé de framework toutes les 2 semaines, c'est la première fois, je l'ai un peu fait en suivant les consignes de l'éditeur qui m'a dit utilise ce logiciel et fais ça. Et la deuxième fois, j'ai compris qu'en fait, il avait juste besoin d'un fichier au format PDF et je me suis dit, bah, en fait, je peux réinventer un peu tous les trucs qui sont avant ça et faire à ma sauce et lui donner un PDF, mais peut-être pas faire comme ils avaient dit. Et donc, ouais, pour moi, c'est un peu la première phase de libération. C'est ouais, s'affranchir l'outil. Je sais pas, c'est le moment où on est censé montrer les formats de Ouais, fichiers. bah, du coup, tu as utilisé quoi comme format si tu n'as pas utilisé le format EDT? Et ben, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que LibreOffice, ben, c'est à la fois une interface graphique dont on peut pas trop sortir et à la fois un format de fichier qu'on a en sortie. Et je me suis dit, ben, en fait, j'aimerais utiliser un format qui ne me contraigne pas à un outil et donc partir sur un format de fichier d'abord qui me permet d'utiliser un ou plusieurs outils au fur et à mesure. Dans le monde du logiciel, j'étais assez familier avec Markdown parce que c'est assez facile de mettre en gras, de signaler des titres et tout. Qui est-ce qui ne sait pas ce que c'est que Markdown? Non, alors ouais. Bertrand il triche, mais... Bertrand il triche, bah, c'est pas grave, en fait, on va quand même montrer c'est quoi Markdown. Markdown, ça peut être genre comme ça. On écrit tout sous forme textuelle et on va pouvoir dire bah, ça en fait c'est un lien hypertexte, ça ce qui est entre ça et ça ce sera en italique, c'est un titre de niveau 2 et donc ça permet de se concentrer sur le texte et de décrire très marginalement, de mettre au même niveau la présentation et le résultat. Et en fait c'est un format qui a été inventé pour ceux qui ne connaissent pas. Tout simplement pour ne pas avoir besoin d'écrire du HTML, qui est certes, c'est possible d'écrire en HTML, mais c'est assez lourd. Et du coup, le fait d'écrire en Markdown, on peut très facilement le transformer en HTML, puisque le titre de niveau 2, là où il y a deux dièses, et bah, du coup, on va pouvoir le transformer en, par exemple, une balise H2, tout simplement. Et ce qui sera en emphase, on va le transformer en italique ou en emphase, et ce qui sera en gras, on va le transformer en strong. Donc c'est juste... une correspondance entre un langage de balisage très léger et derrière potentiellement du HTML ou autre chose. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas assez riche pour exprimer une structure qui serait plus proche du livre. On a besoin de faire des encarts, on a besoin de faire des titrages en fait un peu plus évolués. En tout cas à l'époque, quand j'ai commencé à creuser ce machin, il n'y avait pas de possibilité de dire bah, Markdown, on lui rajouter des comportements supplémentaires. Donc moi je m'étais tourné vers quelque chose qui s'appelle ASCII-Doc. Et ASCII-Doc, c'est c'est assez proche. On peut avoir pareil, on retombe sur des titres, mais là par exemple juste en dessous, on va avoir quelque chose qui permet de décrire un bloc qui permet de décrire un sommaire. Ici, ça sera une partie qui va dire en fait le paragraphe qui suit, la section qui suit, ça permet de décrire un abstract, donc ça va être le texte d'introduction d'un chapitre. Pareil, et après on va pouvoir inclure des images, mais on va pouvoir jongler plus finement avec des choses où là on peut dire c'est une image, ça c'est la légende de l'image, je préférerais qu'elle soit alignée et en fait lui donner que ça remplisse que 85% par exemple de la page, et surtout après on arrive avec des syntaxes un peu plus avancées où on peut dire j'aimerais bien avoir la table des matières à cet endroit et ici j'aimerais bien inclure 2 autres fichiers distants parce que ça me saoule d'avoir les répéter sans arrêt, ce qui est assez pratique en fait dans le cadre d'un bouquin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, ce format-là, c'est un format de texte, donc ça peut être lu de façon très brute, comme on le voyait juste avant, ou par exemple, tu peux peut-être montrer dans un éditeur de texte un peu plus évolué. Tu veux dire un éditeur de code? Un éditeur de code. Ouais. Voilà, donc ça c'est... Attends, du coup... Donc ouais, ça c'est du Markdown, mais... avec de la coloration syntaxique. Et là c'est du ASCII-Doc. Du ASCII-Doc. Alors ce qu'il faut dire c'est que là c'est l'exemple, on en reparlera, du livre de Thomas, où il a poussé vraiment toutes les fonctionnalités d'ASCII-Doc assez loin, jusqu'au bout, on va dire. Mais ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup moins chargé que ça. Mais ça reste tout de même plus lisible que du HTML et surtout aussi plus maintenable. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas contraint aussi par les évolutions du format, puisque ASCII-Doc, globalement, c'est un format qui évolue relativement peu. Ouais. On passe au point suivant ? Ouais. Allez. Le point suivant qui est
c'est quoi? Modularité. Alors, l'idée de la modularité, en fait, c'était de se dire, comme expliquait Thomas, plutôt d'être contraint par une espèce de boîte noire qui va tout faire, un traitement de texte ou un logiciel de publication assisté par ordinateur comme InDesign. On va en fait séparer les fonctions, les fonctionnalités, et du coup, on va se dire, plutôt que inscrire du contenu, le structurer, le mettre en forme et produire un format de sortie, et du coup, on va essayer de déstructurer un petit peu toutes ces fonctions-là, tout simplement. Et du coup, se dire, voilà, peut-être qu'on va utiliser un langage justement sémantique léger, type Markdown ou ASCII-Doc, pour inscrire du contenu et le structurer. Et ensuite, on va utiliser autre chose pour générer un format de sortie, je sais pas, par exemple du PDF, ou si ton éditeur te le demande, un système qui va permettre de générer du point ODT, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au début, on était contraint, disons au niveau de l'éditeur, il voulait justement de l'OpenOffice parce que la personne qui fait la mise en page pour l'impression, en fait, ne sait manipuler que ce logiciel-là. Ils sont habitués à faire ça depuis des années. Et donc, changer de logiciel veut dire il faut tout refaire, tout réapprendre, et donc réapprendre tout l'outillage. Alors que là, ce qui était intéressant, c'est, OK, en fait, il y a ce format-là. Non seulement l'outil d'écriture, en fait, peut varier et on peut choisir autre chose, mais ensuite, pour le transformer dans d'autres formats, que ce soit du PDF ou même du coup du web, en fait, on peut empiler les différentes couches les unes sur les autres et les retirer plus finement. Il y a des présentations sur les microservices, c'est pareil, en fait, on isole les choses, mais de manière à ce qu'elles puissent communiquer plus facilement, plutôt que d'essayer de faire une grosse boîte noire en fait, qui englobe tout et par laquelle on est contraint. Alors là-dessus, on voulait juste vous montrer un petit exemple, parce que du coup, c'est pas juste de la théorie. Il y a un éditeur qui travaille en fait avec ce système-là. Alors je vous laisse juste le dépôt et le readme du projet sous les yeux 2 secondes. En fait, c'est Getty Publications, donc, qui est la maison d'édition de The Getty. The Getty, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une structure assez importante aux États-Unis, notamment un musée d'art, et donc ils produisent pas mal de livres. Et jusqu'ici, ils produisaient des livres de façon assez classique. Et à un moment, ils se sont dit, voilà, les livres numériques, on va essayer de les produire pour avoir moins de... pour faciliter en tout cas l'archivage des données, ne pas se retrouver 2 ans après à devoir maintenir des applications compliquées qui coûtent cher. Et du coup, ils se sont dit, on va tout mettre à plat. On va essayer de gérer les contenus justement avec des fichiers Markdown, plus beaucoup de fichiers type en format YAML ou des choses comme ça pour gérer tout ce qui est métadonnées. On va utiliser un générateur de sites statiques pour pouvoir produire en fait les différentes versions du livre. Donc ça veut dire qu'il y a une version web, il y a une version EPUB qui est le format de livre numérique, une version PDF aussi avec un autre outil qui s'appelle PrintsXML qui permet de vraiment faire une vraie édition papier de qualité en termes typographiques. Et du coup, en plus, ils utilisent Git pour pouvoir versionner tout ça et pour pouvoir travailler entre eux, c'est-à-dire entre un éditeur, quelqu'un qui va gérer plutôt la version numérique, quelqu'un qui va gérer la mise en forme, etc. Et donc là, en fait, vous retrouvez... Alors là, c'est particulier parce que c'est un livre qui est accessible gratuitement pour la version numérique, ce qui n'est pas le cas de tous les livres de Getty Publications. Et donc, du coup, le livre, il est là. Donc ça, c'est la version web. Vous pouvez télécharger, en fait, ici, tous les autres formats. Donc la version EPUB, Moby Kindle si vous êtes chez Amazon, PDF, et commander aussi une version imprimée qui sera imprimée à la demande à partir du PDF généré automatiquement à partir du même contenu. C'est-à-dire que là, il n'y a pas différentes étapes qui sont complètement cloisonnées. Au contraire, là, on va avoir vraiment, on utilise toujours le même fichier du début jusqu'à la fin de la fabrication du livre. Et en plus, si nécessaire, vous pouvez réagir sur le dépôt pour proposer des modifications. Là, il y a 2 issues qui sont ouvertes, et ainsi de suite. Bon, je crois que j'avais plus rien à dire sur ça. Si, quand même, toi, tu pourrais peut-être parler de ton livre à toi, qui utilise un petit peu le même concept de modularité. Ah ouais, ok. Par exemple, parce que toi, tout à l'heure, on disait que tu avais utilisé ASCII-Doc pour rédiger ton livre sur Node.js. Et peut-être tu pourrais parler des autres briques qui te permettent de gérer le livre. Non, en fait, je sais plus trop. Non, en fait, là, on a déjà dit, donc pour moi, c'est bon. Ouais, non, c'est cool. Passons à la suite. L'indépendance. Moi, je trouve que c'est le truc le plus chouette en fait de faire comme ça. C'est du coup de pouvoir suivre ses envies par rapport à la création du contenu.
par rapport aux outillages, par rapport à, en fait, à la créativité même du processus d'écriture. C'est pas juste, tiens, vas-y, pour moi 300 pages. Toi, je me souviens que tu avais une anecdote par rapport à un outil de publication. Il y a Adobe qui avait fait un outil de mise en forme en fait, qui est heureusement tombé dans les limbes. Mais en gros, 2014, ils ont arrêté de maintenir l'outil et le format qui était propriétaire et fermé était associé à l'outil. Et du coup, forcément, quand ils ont arrêté de maintenir l'outil, on ne pouvait même plus lire le format. Donc c'est l'exemple un peu poussif pour dire que du coup, si on est dépendant d'un outil, voilà, on ne peut plus rien faire avec le fichier, quoi. Donc là, la fabrication du bouquin tel que moi je l'avais conçu, ou comme certains le conçoivent, c'est qu'avec du logiciel libre. Donc si jamais on a besoin tant qu'on peut recompiler les logiciels et les faire fonctionner sur une machine, ça fonctionnera, on peut le faire tourner dans des VM, donc il y a moyen de préserver en fait l'environnement et de ne pas être tributaire et du logiciel ou d'un éditeur ou autre, voire même d'y contribuer aussi d'une autre manière, quoi. Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des petits marrants qui se sont amusés à... en fait, il y a pas mal de designers, notamment des Belges, qui ont travaillé sur le fait de se passer de logiciels propriétaires comme InDesign ou autre, et qui ont mis en place, essayer d'utiliser par exemple Scribus, si vous connaissez, pour fabriquer des livres, ce qui n'est pas une mince affaire. Et au bout d'un moment, ils se sont dit qu'ils s'étaient peut-être trompés d'approche et que ce qui était intéressant, c'était peut-être de se passer tout simplement de logiciels et de construire eux-mêmes leurs outils. Alors c'est le joli t-shirt que je porte là aujourd'hui, parce que du coup, ils ont monté un collectif qui s'appelle Pré-Post-Print. Et du coup, on s'est réunis plusieurs fois pour discuter de toutes ces questions-là. Et l'idée, notamment, le cœur en fait, de ce projet-là et de ce collectif, c'est comment fabriquer des livres avec le web, donc faire globalement surtout HTML to print. Et certains des membres du collectif, comme Open Source Publishing, que vous connaissez peut-être, qui est en Belgique, ils ont fabriqué vraiment des livres entiers uniquement avec HTML et CSS, en publiant justement tous les outils qu'ils ont utilisés et en essayant de montrer que c'était possible, même si ce n'est pas simple. Un petit exemple qu'on peut vous donner par exemple sur la difficulté d'utiliser cette technique-là, c'est la gestion des images. Par exemple, normalement vous allez avoir des images plutôt en RGB, il va falloir les passer en CMJN pour pouvoir avoir un PDF pour l'impression, et c'est le genre de truc un peu compliqué à gérer. L'indépendance, c'est aussi le code d'un bouquin quand il est sur GitHub. Comme ça, après, si jamais on se dit en fait, je suis plus en accord avec les valeurs de cet outil, à partir du moment où on pourrait très bien décider de le mettre sur une autre plateforme, de l'héberger soi-même, de le mettre chez GitLab, de le mettre chez un autre fournisseur. Donc ce qui est intéressant, c'est que si une partie en fait, des couches en fait, tombe, ça ne remet pas en cause en fait, le fonctionnement de la chaîne de publication. En fait. De ça, en fait, on aboutit à... J'aime pas les couleurs, je veux changer ces couleurs. Je préfère ça là. Non, c'est plutôt ça là. Pas très convivial. On arrive en fait vers des systèmes qui sont plus conviviaux, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu systématiquement de forcer en fait les gens à fonctionner d'une certaine manière, on se retrouve en fait avec des systèmes ouverts où, par exemple, en publiant le code sur GitHub, on peut se retrouver à être tous au même niveau. Donc, éditeur, lecteur, lectrice. Auteur, autrice, on peut en fait, on est au même niveau, mais on a juste des rôles et on joue des actions légèrement différentes. C'est plus agréable à gérer au quotidien. Peut-être ce qu'on peut dire là-dessus, en reprenant l'exemple de Getty Publication, c'est qu'en gros, l'équipe d'édition s'est formée autour de l'outil pendant quelques jours, et ensuite tout le monde était capable à la fois d'utiliser Git, ce qui n'est pas forcément simple quand on n'est pas du tout dans le milieu du développement. Et aussi, alors là je vous mets le fichier Markdown brut de décoffrage, aussi de gérer Markdown avec quelques petites spécificités ici, notamment la gestion des images, des choses comme ça, mais c'est relativement simple. Et en fait, c'est rigolo parce qu'avant, je me retrouvais à travailler avec l'éditeur avec coup d'échange d'emails et on s'envoyait des fichiers. Et ensuite, quand je prenais les versions corrigées de leurs fichiers, je vais les intégrer à la main dans ma propre version en s'assurant que ça ne détruisait pas tout. Là, ce qui était assez rigolo, c'est que je me retrouvais avec l'éditrice qui proposait justement des changements directement sur GitHub. Et en fait, en faisant ça, je me retrouvais à apprendre mes erreurs pendant l'écriture, ce qui fait que ça a contribué en plus à la relation. Au lieu d'être dans un tunnel distant pendant 6 mois, pendant la durée de l'écriture, en fait, on pouvait faire des petits ping-pong qui leur demandaient ni trop de temps et en même temps créer une sorte d'histoire où en fait, c'était vachement plus marrant. Enfin, moi, je me suis beaucoup plus amusé à faire comme ça.
Et quand cette éditrice est partie, qu'on m'a dit ah bah non, tu m'enverras les corrections quand tu auras fini, j'étais un peu bon bah je retourne à ma grotte et on en reparle à la fin. Et je trouve ça, enfin je sais pas, je trouve ça moins marrant quoi. C'est un peu comme avec l'agilité et les systèmes en V où bah vas-y quoi, on part sur le projet et puis on ship à la fin, alors que là on se retrouve avec un système juste plus ouvert quoi. Je sais pas. C'est pour moi. Suivant ou Ouais, tu avais encore autre chose? Non, c'est bon pour moi. Mixer. Bah, en fait, c'était vraiment la suite de la convivialité, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir proposer à différentes personnes qui bossent sur un projet de livre, donc que ce soit un éditeur, un correcteur, un graphiste, de pouvoir intervenir en fait sur le livre à n'importe quel moment, ou au moins de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que là où d'habitude un graphiste, bah, lui c'est le spécialiste d'InDesign, donc il utilise un outil qu'il est le seul ou presque à pouvoir utiliser. Là du coup on a la possibilité de pouvoir réintégrer tout le monde au niveau de la mise en forme. Et donc quelqu'un peut venir, pas forcément intervenir, mais voir en tout cas ce qui se passe, et pouvoir apprendre, et ensuite pouvoir peut-être changer de rôle, mais ça on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ben, en parlant de rôle, il y a les rôles même des lecteurs en fait qui peuvent se transformer en relecteurs à partir du moment où ils commencent déjà en fait à bouquiner le livre avant qu'il soit fini et de dire bah là je suis pas sûr ou là il y a des typos et là encore en fait ça permet de rendre un peu plus flou les lignes entre les rôles de chacun. Voire même moi d'apprendre à l'éditrice, bah tiens en fait c'est comme ça que ça marche GitHub, là comment on fait une pull request, et d'arriver à s'aligner en fait sur les modes de travail parce qu'on est à égalité, alors qu'avant on subissait les emails et les outils, enfin on subissait tout quoi en fait. Il faut pas non plus subir GitHub. Non ouais, GitHub c'est pas forcément le plus convivial non plus pour... Publication continue. Ouais, tu préfères celui-là aussi? Ouais. Ok. Ouais, publication en continu, c'était le premier truc qu'on a gagné à avoir le contenu sous forme de code sur GitHub. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois en fait que j'avais un changement, bah, je pouvais juste pousser un changement d'un paragraphe. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a le passage d'après qui sera la relecture en continu. Mais ça permet de rendre les choses plus visibles en fait. C'est-à-dire que dans un processus de publication classique, traditionnel, la première personne du public qui verra un bout du livre, ce sera à la toute fin, dans les quelques semaines en fait, dans la relecture finale, avant de dire c'est bon, on imprime et on envoie chez l'imprimeur. Ce qui est tard en fait sur un projet qui dure 6 mois, où pendant tout ce temps-là, il a fallu se dire vivre avec ses doutes en se disant mais est-ce que j'ai vraiment écrit les bonnes choses. La publication continue, je trouve que c'est un super bon moyen pour se dire, déjà en fait pour se décharger émotionnellement du truc et se dire, en fait si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et je sais pas si ça se passe comme ça en fait ailleurs que sur le web. On peut prendre un exemple, alors c'est plutôt là dans le domaine académique, mais par exemple quand vous écrivez un livre ou un article pour des presses universitaires ou une revue académique, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que vous allez proposer un article et 9 mois, voire 1 an plus tard, l'article sera publié. Et ce qui est toujours un peu dommage, c'est que souvent, c'est des recherches, ça dépend des domaines, mais qui peuvent être intéressantes de montrer, de publier, de rendre public, même si l'article n'a pas été validé par la revue, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les préprints. Et du coup, en mettant en place ce type de système, on peut plus facilement rendre visible en fait, le travail en cours, ce qui peut permettre, par exemple dans le domaine universitaire ou de la recherche, de dire à plusieurs personnes, voilà, moi je travaille là-dessus, c'est pas encore totalement calé, mais en tout cas vous pouvez voir les choses en train de se faire et du coup vous pouvez réagir là-dessus. Cool, bon je sais plus, moi j'ai rien d'autre à dire je crois, c'est ça. Il y a l'automatisation, du coup c'est pareil en fait, vu qu'à chaque fois que, au lieu d'envoyer un email, à chaque fois que j'ai changé un paragraphe dans le contenu, on peut juste dire en fait je fais un commit dans Git, c'est-à-dire qu'on marque un point on rajoute un élément dans l'historique et on dit là il s'est passé ça, j'ai rajouté un paragraphe. Et le fait de faire ça et d'utiliser des plateformes comme GitHub, en fait on peut bénéficier de tout l'écosystème qui gravite autour. Le premier ça va être par exemple de l'intégration continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je pousse un commit sur GitHub, je peux me retrouver avec du code qui s'exécute pour dire génère-moi une nouvelle version du livre, génère-moi une nouvelle version web du contenu, génère-moi une nouvelle version EPUB en fait. Donc c'est-à-dire que toutes ces tâches
qui en fait traditionnellement sont faites à la main, c'est envoyé par email, ensuite on fait passer à la personne qui fait remise en forme parce que c'est la seule personne à être capable de créer le PDF. Ensuite elle file le PDF, on peut faire éventuellement un dialogue avec l'imprimeur. Bah là on se retrouve à le changement coûte rien, le changement coûte juste quelques minutes d'attente pour avoir un nouvel artefact. Et en fait ça rend tout beaucoup plus fluide puisqu'on peut facilement voir, on peut facilement rectifier et voir la rectification. Ou voir même les avancées, aussi infimes soient-elles, sur des résultats finaux en fait. Puisque du coup, puisqu'on peut automatiser, on peut créer plus que le contenu initial du bouquin papier. Et toi, par exemple, tu écrivais ton livre en ASCII doc, t'écris ton livre en ASCII doc, et du coup, tu peux générer automatiquement. Alors, tu utilises ASCII Doctor pour générer les formats ODT ou PDF que du coup l'éditeur peut aller consulter ou reçoit automatiquement. Ouais, en fait, au début, je me suis rendu... je sais plus si j'ai mis en anglais sur ça ou pas. En fait, c'était parti du constat que... Non, j'ai posé ça. En fait, GitHub propose... moi, ce qui m'intéressait, c'était j'écris et je peux partager, mais je me retrouvais avec des soucis de... en fait, les inclusions sont pas vraiment faites et les exemples de code sont pas... Chapitre 1, chapitre 3... Ouais, j'ai rien mis dans celui-là. Chapitre 4... Les exemples de code sont pas... inclus. Donc voilà, par exemple, en fait, ici, je voudrais afficher du HTML. En fait, GitHub, il est un peu feignant à ce niveau-là. Il dit, en fait, je les affiche pas. Alors, je me suis dit, tiens, partons sur une version web, en fait. Donc, je l'ai utilisé, ce qu'il faut pour... Et donc, ça permet de rendre les exemples et de créer une interface plus conviviale. Mais du coup, au lieu de le faire à la main, j'ai appris à le faire une fois à la main et à automatiser, en fait, ce processus pour plus avoir à m'en occuper, en fait. Et du coup, à chaque fois que tu fais un commit, la version web est mise à jour et j'ai même jamais à m'en occuper en fait. Ce qui est proche des... Je sais pas si c'est proche de ce que vous avez l'habitude de faire. On gagne la revue de code en continu, revenu de code en continu. Ouais, ok. Oui, c'est pas mal ça. On pourrait corriger la typo. Revue en continu, ça t'évoque quoi ? L'idée, c'est de publier souvent pour corriger souvent, en fait. C'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas pouvoir modifier, générer les différentes versions, d'un chapitre ou du livre, du coup, tu peux les faire passer à l'éditrice ou à l'éditeur pour que du coup, elle intervienne dessus et éventuellement te fasse des retours tout de suite, quoi. Ouais. Moi j'ai appris à écrire le mot plateforme comme ça en fait. Et mon éditrice m'a dit en fait non, là le mot plateforme faut mettre un trait d'union. Et si j'avais continué à travailler de manière classique et traditionnelle, j'aurais passé 6 mois à écrire, ou plusieurs années, à écrire le mot plateforme pas comme il faut. Et cette personne aurait corrigé l'erreur en fait. Après que moi j'ai fini de travailler, j'aurais en fait jamais appris de cette erreur. Et donc là c'était assez agréable parce qu'elle m'a dit en fait non, là tu as fait l'erreur 4 fois. Vas-y, c'est comme ça qu'on écrit. Et du coup, j'ai appris et je fais plus l'erreur normalement, sauf erreur d'attention de revue. Et donc ça, c'est assez agréable. La revue en continu aussi des lecteurs et lectrices qui disent là, j'ai pas tout à fait compris, ou au contraire, en fait, en revoyant le contenu, certains ont même proposé des compléments parce que ça leur avait permis de creuser un sujet plus loin que ce qui était initialement marqué. Et ce qui était cool, c'est que en fait, le bouquin n'était même pas fini et il y avait déjà des gens qui apprenaient avec ça. Donc c'est aussi cool en termes de feedback en fait, c'est tous les jours on se rassure qu'on avance dans la bonne direction aussi, ou pas trop mauvaise. Et si on prend un exemple en fait, en retournant dans le domaine universitaire, il y a une revue qui s'appelle Distill, qui s'est lancée en fait uniquement en version numérique. Alors c'est une revue académique qui parle de machine learning, il en était pas mal question aujourd'hui. Et du coup il y a des articles qui sont proposés là directement en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement les télécharger en PDF, mais l'intérêt c'est de les avoir en numérique. Et du coup, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout est disponible directement sur GitHub, c'est-à-dire toutes les sources des contenus. Alors on reviendra un peu sur la forme de la revue tout à l'heure, mais
en fait, on peut voir les changements de l'article et voir un petit peu quelles ont été les interventions. Donc là, il n'y en a pas eu depuis le 6 décembre 2016, pardon, il n'y en a pas eu depuis le 24 octobre 2017, mais il y en a un certain nombre qui suivent. Alors ça peut être des toutes petites choses. Là, par exemple, on voit que ici, il y avait voilà, une mise à jour d'une note de bas de page, des choses comme ça. Voilà, fixer. Alors des fois, les commits ne sont pas très clairs, mais en tout cas, ça permet de voir un petit peu l'évolution de l'article depuis sa publication jusqu'à les différentes révisions. Alors après, ça pose plein de questions dans le domaine du livre ou de la publication en général, c'est-à-dire que si le contenu bouge, comment on fait pour le citer, etc., etc. Mais en tout cas, là, on peut tout de suite voir tous les changements qui ont eu lieu sur l'article de la revue. Donc c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Ça peut être vraiment de la correction continue. Ouais, suivant. Suivant. Fonctionnel. Alors, fonctionnel, on peut peut-être revenir sur cet exemple-là. Oui, c'est une très bonne. Alors là, par exemple, ce qui est intéressant sur Distill, c'est qu'en fait, vous pouvez tester des choses directement dans l'article. Donc là, par exemple, vous avez, voilà, je peux changer des variables, etc., pour voir un petit peu ce qu'on essaye de m'expliquer dans l'article juste en dessous. Et ça, c'est quand même assez génial de pouvoir tester en direct ce qui se passe. Il y avait l'exemple aussi, toi, d'intégrer directement des bouts de code exécutables dans ton livre sur Node.js. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, au début, quand le concept de base, c'est de se dire on écrit un bouquin, et c'est des choses qui vont être figées dans le papier, et en termes de fonctionnalité, le papier va offrir les annotations, on écrit où on veut, ce qu'on veut, comme on veut, avec les couleurs qu'on veut. Mais en fait, dès qu'on commence à fonctionner avec d'autres outils, on peut se dire en fait, on a le web, donc on peut utiliser le web comme support en fait, de fonctionnement. Et du coup, par exemple, l'un des exemples qui a été, c'est on parle d'un bouquin de programmation sur le web, pourquoi pas rendre en fait, les exemples de code fonctionnels directement sur le web pour éventuellement donner envie à ces personnes d'installer tout l'environnement sur leur machine, cliquer, ouvrir un terminal, ça fait peur, machin. Et là, en fait, on a... voilà, on peut avoir des exemples et se dire, voire même en fait, on peut les modifier et voir apprendre soi-même en fait en bricolant dans un environnement qui nous a été créé de manière simple, puisqu'on va rien casser, c'est pas sur notre machine. Et si on a envie de se dire, mais si je change cette lettre, ça donne quoi ? En fait, on apprend par la pratique de manière assez simple. Et même en fait, du coup, le bouquin, le support rentre vachement en jeu dans la conception, puisque en faisant comme ça, se change également. Mais non, ça c'est le slide d'après, c'est les mutations. Ouais. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est que en fait, le fait de faire des choses comme ça change également la pratique d'écriture, puisqu'on se dit, attends, si je peux rendre mes exemples exécutables, on fait en sorte que les exemples soient également plus... en fait, moi, ça m'a posé un problème, c'est que j'utilisais des exemples qui consommaient les précédents exemples, et avec ce mécanisme-là, je peux pas. Donc du coup, ça influence également ma façon d'écrire, puisque je vais devoir faire des exemples beaucoup plus isolés et beaucoup plus isolés et qui dépendent moins les uns des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut commencer à avoir de l'écriture qui tient compte des supports, en fait. On peut installer le bouquin avec le langage de programmation en question. Vu si quelqu'un va apprendre Node.js, ils peuvent installer le livre avec le système de gestion de paquets de Node et apprendre dans l'environnement dans lequel ils ont envie d'apprendre, en fait. Qui peut apprendre Node dans Node avec un bouquin en français dans Node. Je passe à la suite. Ouais, c'est cool. Alors peut-être on va parler vite fait de la question de la distribution. Alors la distribution et la diffusion. Donc la distribution, c'est l'acheminement. C'est-à-dire que si vous achetez un livre papier, par exemple, la distribution, c'est comment le livre est parti de chez l'imprimeur pour arriver jusqu'au libraire et jusqu'à vous, ou jusqu'à Amazon et jusqu'à vous si vous l'achetez sur Amazon. Et la diffusion, c'est tout ce qui est communication, c'est-à-dire comment vous savez que le livre existe et que du coup vous allez l'acheter. Et la question de la distribution, c'est vraiment le point central. Alors peut-être qu'il faudrait trouver un truc plus... percutant. Ouais, une autre couleur. Ouais, une autre couleur, ouais. On peut le laisser comme ça, mais... Je vais y arriver. Parce qu'en fait, c'est relativement simple de faire un livre. Et ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est à la fois de le distribuer et de le diffuser, c'est-à-dire le faire connaître, de le faire lire, voire éventuellement de le vendre aussi.
Donc ça, c'est vraiment pas simple. En fait, il y avait un exemple aujourd'hui qui est assez symptomatique, mais qui est hyper isolé, c'est Comic Strip par exemple. Parce que Comic Strip, c'est de l'auto-édition. C'est-à-dire que c'est pas de l'édition traditionnelle dans le sens où il y a un éditeur qui va publier le travail d'un ou plusieurs auteurs. C'est de l'auto-édition et c'est un gros succès a priori. Alors que c'est quand même rarement le cas dans l'auto-édition. Souvent, c'est des projets relativement peu connus qui resteront peu connus. Et du coup, il y a toute la question en fait de la figure de l'éditeur et du rôle de l'éditeur pour faire connaître un livre. Alors que sur le web, la distribution, c'est est-ce qu'on a un espace pour mettre le contenu? Si on a un e-book, est-ce qu'on a juste un endroit où on peut le faire télécharger? On prend un Shopify ou on prend un truc du genre et la distribution est réglée en fait. Le seul truc qu'il faut après, c'est rembourser, payer la TVA et tout, mais ça c'est un autre taf, quoi. En parlant d'éditeurs, en fait, est-ce qu'on a toujours besoin des éditeurs aujourd'hui? On a l'exemple Ninja Squad qui a en fait un e-book qui marche plutôt très bien. Tac, tac, tac. Je sais plus, il était à la fin. C'était pas lui, c'est lui. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont fait un e-book qu'ils ont eux-mêmes en fait produit et ils l'ont hyper bien vendu. Et se pose la question de, en fait, ils ont été assez légitimes pour le vendre, ça a bien fonctionné. Et qu'est-ce qu'aura apporté un éditeur en fait dans ce cas de figure? Mais je sais que en fait, le cas n'est pas systématique. C'est pas tout le temps le cas partout, et notamment encore dans le monde du papier. Ouais, si on prend un autre exemple, ce serait plutôt les livres publiés par, si vous connaissez, Bookapart par exemple, qui pour le coup là donnent toute une légitimité et une vision, comment on pourrait dire, un rayonnement du livre beaucoup plus important que si les auteurs le faisaient tout seuls. Pas dans la majorité des cas, mais on va dire c'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Surtout après, c'est des nouvelles formes d'édition en fait, parce que Bookapart, Smashing Mag sont à la base des sites qui produisaient du contenu sous forme d'articles et qui se sont en fait composés sous forme d'éditeurs. C'est pas leur métier de base, mais on en est toujours à finalement encore la posture en fait qu'ils peuvent adopter, c'est j'ai trouvé quelqu'un pour vous parler de quelque chose d'une bonne manière. Vous ne connaissez pas forcément cette personne, mais vous pouvez nous faire confiance. Ouais. Puis après, ça pose aussi la question des modèles économiques, c'est-à-dire que Ninja Squad, en faisant ce livre-là, en faisant une version numérique partiellement gratuite, ils peuvent être connus très facilement et ensuite ils vont vendre assez peu cher le livre numérique. Et ensuite, ce qui va être plus intéressant pour eux, mais aussi pour les lecteurs, c'est plutôt de souscrire à une formation qui va du coup devenir autre chose qu'un simple livre. Ouais, vas-y, on passe à la suite. Encore des slides. Autorité. Ça, pour qu'on l'avait dit, en fait, c'était le penchant inverse. En fait, c'est autant on peut se priver d'un éditeur parce qu'on a les compétences pour écrire le contenu et le distribuer. Autant il y a d'autres milieux en fait où ça marche pas comme ça. Je crois que c'était plus des exemples qui te regardaient. Ouais, parce qu'en fait, dans le milieu du livre, par exemple, si des auteurs veulent commencer à faire ce qui serait l'équivalent de formation dans l'édition professionnelle, type des lectures dans les lycées ou dans les collèges ou des interventions en bibliothèque ou en librairie, en fait, ils ont besoin d'avoir un livre papier édité chez un éditeur reconnu. Et s'ils font de l'auto-édition, ce sera presque impossible pour eux, quoi. Et ce sera la même chose, en fait, si vous voulez faire un bouquin auto-édité, ça ferme plus ou moins la porte à toutes les librairies, aussi indépendantes soient-elles, parce que en fait, elles passent par des circuits de distribution. Et à moins d'être éditeur et reconnu, et dans ce domaine-là, en fait, il y a assez peu de chances d'aboutir sur des étagères, quoi. Multidisciplinarité, on a fait quoi? On a pété les silos un petit peu? Non? Ce qu'on veut dire sur ce slide? Après, on en a déjà un petit peu parlé. C'était l'idée que on essaye en essayant de repenser un peu tout ce qui est outils, méthodes de fabrication, de production de livres. En fait, on peut décloisonner du coup les compétences, les rôles, du coup permettre à des personnes d'intervenir de façon différente sur un livre, alors que d'habitude elles étaient complètement cantonnées dans un rôle très bien défini, et du coup de rendre un peu moins étanches les différentes phases en fait, de production et de fabrication d'un livre. Encore 5 minutes, il nous reste je crois 3 slides. Ah oui, si, sur la multidisciplinarité aussi, il y avait la question de réduire deux choses. C'est-à-dire que si tout le monde intervient de la même façon sur un livre, ou peut intervenir, ou voit comment les autres travaillent,
on peut du coup réduire le bus factor, donc ça c'est intéressant, et aussi réduire la dette technique. Du coup, forcément, si tout le monde voit comment le projet fonctionne et connaît toute la chaîne et toutes les étapes, même s'il n'est pas capable d'intervenir de la même façon dessus, il peut au moins voir comment ça se passe. Du coup, là-dessus, ça permet juste de rebondir sur 2 petits trucs. Dire que la dette technique est un super livre qui est publié par le train de 13h37, qui publie d'autres livres, dont un livre super sur Flexbox, je vous conseille d'aller lire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le train de 13h37, ils ont mis en place un truc tout simple, c'est qu'ils se sont dit, pour avoir des retours, on va ouvrir un dépôt qui sert juste de feedback pour avoir des retours. Alors ça peut être tout bête sur voilà, la version papier, il y a un problème de typo dans le titre ou dans la préface, des choses toutes simples, mais en tout cas c'est facile à mettre en place, sans pour autant que leur chaîne de publication soit totalement modulaire comme on vous l'a présenté, même si c'est dans leur projet. Ouais, et puis après, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre où, en s'intéressant, en n'étant pas du métier de l'édition et en s'intéressant en fait à leur processus de fonctionnement, on peut apporter sa propre expérience en fait dans la boucle et aider à, en prenant un outil qui compile du texte en quelque chose, changer quelque chose dedans en faisant un ajout, notamment pour rendre du texte, du code exécutable, et en fait changer la manière de procéder de quelqu'un d'un environnement en fait qui n'est pas à la base propice au changement et qui aurait jamais fait cette démarche en fait d'une autre manière. Alors ça, on va peut-être passer. Ouais, en plus il est en noir sur. Et c'est le dernier slide qu'on a, qui est l'énergie. Au fond, ce qui est assez intéressant dans ces histoires, c'est que c'est les écritures traditionnelles de bouquins qui sont longues, en silo, avec des outils qu'on subit, avec des règles qu'on subit, qu'on ne peut pas remettre en question, avec qui on interagit peu, avec les trucs qu'on ne comprend pas trop comment ça marche. Et toute seule, c'est chiant en fait, et ça a souvent tendance à drainer l'énergie. C'est comme sur les projets où on se sent un petit peu tout seul contre tout le monde, où on essaie de changer les choses mais ça marche pas trop. Là finalement, en prenant une approche un peu plus créative, un peu plus libre en fait, en suivant les envies et les outils au lieu de les subir, mais plutôt en les adoptant pour essayer de re-questionner en fait la façon de fonctionner, c'est beaucoup plus marrant et beaucoup plus énergisant en fait. Et puis il y avait aussi la question d'écriture par fragment, c'est-à-dire que plutôt ce que tu disais d'écrire un gros bloc qui sera le livre final, du coup toi par exemple sur ton livre sur Node.js, tu as vraiment fonctionné chapitre par chapitre en te disant que si tu avais envie de commencer par le chapitre 4, c'était possible, pour ensuite revenir sur l'introduction, le chapitre 1, et que du coup tu fais par fragment et tu gagnes de l'énergie à pas te dire qu'il faut que tu fasses tout le livre, mais que tu vas te fixer des objectifs beaucoup plus facilement atteignables, quoi. Tout à fait. Ça m'évoquait autre chose en fait sur les autres formats, parce que je me rends compte qu'on n'a peut-être pas mis le slide, mais là en fait on avait parlé de bouquins. En fait le titre, l'idée du titre qu'on avait initialement, readme.book, c'est de se dire c'est cool, on parle de publication, de contenu et tout, mais en fait ce qui est assez marrant, c'est que en fait toutes ces choses là qui ont changé dans la façon de fonctionner sont des choses en fait qu'on peut réemployer au quotidien à d'autres échelles. C'est-à-dire que toutes ces techniques en fait, de publication, d'auto-publication, de déploiement automatique peuvent être utilisées également pour déployer de la doc technique. Ça peut être employé pour écrire des readme, on n'est pas obligé de les écrire en Markdown, on peut les écrire avec d'autres supports. Ouais. On peut republier les readme sous d'autres formes, on pourrait publier des EPUB en fait, de la documentation technique de nos différents outils pour les envoyer sur les liseuses électroniques en fait, des gens avec qui on bosse, ou de les distribuer en ligne. En fait, ça permet de réinventer en fait, d'autres façons de distribuer, de contribuer, de communiquer en fait, l'écriture. Faire des posters de readme. Ou des t-shirts. Et du coup, on voulait vous remercier d'avoir d'avoir supporté notre petite expérimentation. Si vous avez des questions, on les prend maintenant. Si vous êtes plus à l'aise à discuter en tête à tête, on peut les prendre après, ou par email, ou comme vous voulez. Mais là, on a quoi ? Donc voilà, on a toute la soirée. Vous apportez les bières, c'est ça, non ? On en a 2. On en a déjà 2. Elles ne sont pas fraîches. Hein, donc, cool. Voilà, merci.
Ouais, j'aime beaucoup l'idée d'utiliser GitHub. Tu m'as convaincu sur tout, sauf sur un truc où j'ai encore un doute. Je suis habituée, moi, quand je fais des relectures, alors je parle juste de relecture d'articles, mais peu importe, à utiliser des traitements de texte qui permettent de faire des commentaires en marge, de montrer les différents changements. Et alors c'est peut-être parce que je pratique pas, j'ai l'impression que c'est plus pratique parce que du coup, sur une même page, je vois tous les commentaires. Alors que j'ai l'impression qu'avec GitHub, pardon, il va falloir que j'ouvre commit ou pull request par pull request pour voir les... Est-ce que je me trompe? Tu peux prendre un exemple? T'en as un? Non, toi t'en as, je pense. Ouais, c'était ce que j'étais en train de chercher. Alors, attends, vas-y. Tu voulais... Ouais, non, c'est bon, on va faire le relais, c'est plus cool. Du coup, en gros, tu voulais savoir quels étaient les changements entre une période et une période ou... En fait, plutôt que de voir tous les commentaires qu'on m'a fait, par exemple mon éditeur ou mon relecteur, peu importe, j'ai l'impression qu'avec GitHub, je vais devoir les ouvrir un par un, alors qu'avec les traitements de texte que j'utilise d'habitude, j'ai une grande page et je les déroule les uns derrière les autres. C'est facile de dire ça comme ça, c'est juste une question d'interface en fait. Oui, mais du coup, j'ai l'impression que je vais passer d'un commentaire à l'autre. Ça demandera beaucoup plus d'efforts. Alors sinon, ça va être clic par clic, je vais revenir, je vais regarder, je vais ressortir et c'est un flux moins... Ouais. Au niveau charge. Alors ouais, mais ce sera justement pull request par pull request, ce sera un peu contraignant. En fait, c'est exactement ça là, par exemple, où tu vois, quelqu'un prend, il modifie genre 6 fichiers d'un coup, et il fait, tu vois les différents changements, différents endroits. Mais par exemple, là, il n'y a pas... Alors, je me réfère au traitement de texte où je suis habituée. J'aurai en marge, j'ai la correction dans le texte, effectivement, qui est mise en valeur, et c'est bien mis en valeur, mais en marge, en plus, je pourrais avoir le commentaire de attention, c'est la 4e fois que tu écris plateforme de la mauvaise façon, blablabla. Quoi. C'est là où, en fait, tu peux les avoir. C'est-à-dire que si je reprends cette page, je peux dire ici, là, je voudrais te rajouter quelque chose à ce niveau, en fait. Et donc après, toi, qui as écrit le livre, tu peux avoir une vue où tu as à la fois ces changements et tous les commentaires qui sont déjà dépliés. Ouais. Ok. Ouais. Là, en fait, la vue de cette page d'avant, donc là, c'est tous les changements, et là, ça va être la vue que des commentaires et des conversations qui se font derrière, quoi. Okay. Après, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça manque un peu d'une interface unifiée où on verrait plus facilement tout ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a travaillé là sur le projet dont je parlais de Getty Publications, Eric Gardner, justement, il travaille avec d'autres musées, d'autres maisons d'édition de musées, pour essayer de développer des outils pour faciliter ce genre d'étapes de relecture et de correction. Dans le sens où en fait il faudrait juste créer une interface qui vient se plugger sur GitHub et qui permettrait d'afficher autrement en fait toutes ces histoires de commentaires. C'est-à-dire que techniquement en fait on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut proposer des corrections, commenter ligne par ligne, mais du coup c'est juste qu'il manque une interface qui soit plus lisible. Là c'est faisable dans GitHub, dans GitLab c'est beaucoup moins agréable par exemple. Et du coup, moi je pense que l'idéal ce serait d'avoir un service tiers qui vienne se connecter à GitHub et qui facilite ce travail-là, quoi. Comment ? Oui, ouais. GitHub et GitLab, ouais. Mais le côté cool, c'est que justement, comme tu te retrouves avec des plateformes qui exposent en fait leur plateforme, il y a qu'à, quoi, tu vois, c'est faisable en fait. Alors que tu aurais voulu faire justement quelque chose, une relecture collaborative dans LibreOffice, bon courage, quoi. En collaboratif, oui, mais tu es obligé de t'envoyer les fichiers, t'as pas un truc où tu as plusieurs. Ah oui, d'accord, mais tu prends la version en ligne, ouais. Ok. C'est pas du tout technique. Ouais. C'est marrant, vous avez évoqué le fait que jusqu'à présent, les outils que les gens utilisaient pour faire l'édition étaient le fait de c'est les formats propriétaires, ou alors c'est des gens qui ont toujours fait comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une idée classiste là-dedans? L'édition, c'est un truc de pro, laissez-nous faire. Créez pas vos propres outils, il faut vraiment passer par nous, il faut faire un PDF bien balisé, ça, machin. On en parlait hier soir avec Thomas sur la figure de l'éditeur, où en fait je disais que la plupart des maisons d'édition prestigieuses avaient toujours à leur tête une personne,
souvent de sexe masculin, qui est vraiment une personne voilà, très emblématique, avec voilà, tous les clichés qu'on peut trouver autour de la figure de l'éditeur, et que malheureusement, en fait, on avait du mal à voir émerger d'autres configurations, du type des collectifs ou des choses distribuées, ce qui fait que souvent, en fait, une maison d'édition qui sera assez connue parce que c'est lié à un personnage, quand le personnage disparaît, souvent la maison d'édition se transforme complètement ou disparaît elle aussi, quoi. Et c'est clair qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Après, sur vraiment les modes de fonctionnement et de fabrication, je pense qu'il y a vraiment à la fois, c'est pour des questions culturelles, et c'est quand même aussi, je pense, lié à des outils qui limitent en fait en partie aussi le fait de pouvoir changer de rôle ou de pouvoir faire évoluer justement on va dire la chaîne au sens humain, quoi. C'est-à-dire qui fait quoi à quel moment. Après, il y en a qui font ça. O'Reilly a changé justement, a créé sa propre plateforme de publication. Askidoc, en fait, se pose par-dessus un autre format qui s'appelle DocBook, qui est un format de publication qu'ils ont créé, genre il y a 20 balais, mais qui est du XML et que c'est un truc qu'on n'a pas du tout envie d'écrire. Mais justement, ils ont pris la veine des... On arrive avec des choses justement qui sont plus conviviaux à utiliser. Et il y a l'autre aspect où, en fait, quand on regarde vraiment le rôle de l'éditeur, moi je trouve qu'il y a un gros gap entre... ils ont trouvé quelqu'un en fait qui va écrire un contenu et ils vont prendre le contenu qui a été rédigé pour le livrer. Ils savent faire l'avant, ils savent faire l'après, mais l'entre-deux en fait ils sont pas dedans. Donc je pense qu'ils subissent autant que nous en fait les outils à utiliser et ils font un peu tant bien que mal en fonction des gens et donc des compétences qui sont apportées dans ces équipes. Et je pense pas qu'ils ont la notion d'éditeurs qui deviennent des plateformes est quelque chose qui peut-être va arriver. Il y en a qui sont essayés, il y a Guidebook et tout ça qui se sont dit en fait nous on va faire l'entre-deux, mais du coup comme il manque l'avant et il manque l'après, et du coup c'est des systèmes qui sont c'est cool techniquement, on a quelque chose de sympa, mais on s'arrête à de l'écriture et il n'y a pas plus d'intelligence que ça derrière. Donc c'est assez marrant et c'est deux mondes qui communiquent pas trop ensemble. Les développeurs se disent on va changer le monde et on va faire un service qui marche, mais en fait il faut comprendre quand même comment fonctionne derrière le système pour pouvoir s'intégrer dedans, quoi. Et donc ils ne comprennent pas, je pense, le système du logiciel ou de comment on fait un projet, et donc ça ne se fait pas, quoi. Une autre question? Ok, je vais... S'il y a une question. Alors je ne suis pas au fait de tout, mais j'ai vu quelques copains qui ont utilisé une plateforme qui s'appelle Leanpub. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de plateforme? Du coup, si je comprends bien, c'est pas ouvert, mais ça permet de vendre son livre même s'il n'est pas fini d'être écrit et de commencer à avoir des revenus et des revues en cours de route. Aide-moi, il est où le M? Ah oui, attends, je te l'écris. Hop. Vas-y, on cherche. T'as un avis là-dessus, Thomas? Et pourquoi tu l'as pas fait sur Leanpub, ton livre? Parce qu'en fait, je crois que Leanpub n'existait pas quand j'ai commencé à faire ce truc. Et après, quand ça existait, je me suis dit, ah tiens, c'est con, ils ont inventé le système que j'aurais pu faire. Mais en fait, c'est pareil. En fait, encore une fois, le truc qu'il y avait, c'est cool pour publier quelque chose de simple sur le web. Alors, c'est hyper bien quand tu as besoin de publier quelque chose d'assez simple. Mais si c'était pour travailler avec un éditeur, en fait, une maison d'édition derrière, en fait, tu te retrouves avec pas la richesse nécessaire pour exprimer et pour respecter les templates de présentation en fait, de cet éditeur. Et du coup, c'est bien en fait si tu veux t'auto-éditer et livrer au fur et à mesure et justement être dans cette démarche de j'écris un peu et je gagne la crédibilité au fur et à mesure, je collecte des feedbacks au fur et à mesure, ça c'est hyper bien. Mais il manque le côté, je m'inclus dans le reste d'un circuit de distribution. Mais si toi, ta passion c'est écrire et que tu n'as pas envie de t'occuper du reste, et que tu veux quand même générer quelques revenus et pas avoir à mettre en place une plateforme et tout, ça suffit amplement. Mais si tu commences à devenir tatillon sur je voudrais que ce soit présenté telle ou telle manière, tu vas subir à nouveau, tu vas resubir l'outil. Mais en même temps, voilà, tout dépend encore une fois si tu peux créer l'outil ou pas, ou adapter des outils, ou si tu connais des gens qui peuvent t'aider sur ça, ou prendre un système tout fait maison. C'est génial si tu as... si t'as rien et que tu pars juste du contenu et le système est propre, quoi. Et je trouve que ça encourage justement à écrire, à rendre le projet plus petit et plus digeste en fait. Après, c'est aussi sur un modèle américain où du coup
on sent que la plateforme met plein d'outils à disposition pour les auteurs. Et du coup, globalement, c'est presque de l'auto-édition, dans le sens où finalement, là, par exemple, on voit qu'on peut le payer à un différent prix, que le livre, il n'est pas fini, il est à 43%. Et du coup, c'est vraiment l'auteur qui va lui-même se faire connaître via sa communauté pour pouvoir ensuite vendre le livre et le faire découvrir. Mais en tout cas, ce que dit Thomas, c'est vrai que c'est une plateforme qui est vraiment intéressante, parce qu'il y a tous les outils, que ce soit justement pour produire les différents formats, etc., mais aussi pour pouvoir le vendre, quoi. Ok. Bon. Ben, merci. Merci.